Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this CEO Talk session. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la CEO Talk Session. Nous allons parler de quelque chose de très intéressant. On va se demander comment passer de 300 à 3000, comment pouvoir créer une nouvelle génération de champions en Afrique. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons aider donc des entreprises à croître, passer donc de là où elles sont jusqu'à un niveau d'1 milliard en termes de chiffre d'affaires. Alors, c'est un problème relativement complexe, mais nous avons des invités de marque qui nous permettront justement d'identifier quels sont les défis majeurs qui nous empêcheraient d'y arriver. Et pour cette session-là, nous avons donc des PDG brillants qui auront la possibilité de nous faire part de leur expérience. On aura Madame Rita Maria Zneber, présidente et PDG de Diana Holding, un groupe initialement marocain mais maintenant qui est mondial. Et maintenant je vais appeler Monsieur Kousseni Dlamini, président de Massmart, un groupe très important dans la distribution venant de l'Afrique du Sud mais global, enfin mondial aujourd'hui, et Monsieur Mustafa Raoji, qui est PDG de Royal Bank qui est juste une partie de ces entreprises, mais il va bien au-delà de ça dans toutes sortes de domaines d'activité. Ce sont donc à ce stade-là des champions africains et on aura la possibilité de les entendre nous faire part de leur expérience en termes de croissance. C'est vrai qu'il reste encore du travail à faire, mais nous les considérons comme étant des champions. Alors ma première question sera dirigée vers Monsieur Kousseni. Donc vous êtes un grand donc de l'Afrique dans un des domaines les plus importants et avec un des groupes les plus importants de l'Afrique du Sud. La question c'est comment est-ce qu'on pourrait créer plus de croissance pour nos entreprises et aider les entreprises à devenir des champions et pouvoir atteindre justement cette cible d'1 milliard de dollars. Alors merci pour l'opportunité. Je dirais que la première chose, c'est qu'il faut savoir faire preuve de patience et de prendre son temps. La majorité des entreprises qu'on connaît aujourd'hui, qui sont aujourd'hui considérées comme étant des succès, sont des entreprises qui ont eu besoin de temps pour pouvoir s'améliorer, pour atteindre un certain niveau. On voit donc toutes ces personnes-là qui ont réussi ont dû travailler pendant un bon bout de temps. Par exemple, au niveau de Massmart, il y a eu une acquisition de 5 magasins au niveau des années 70 et c'est à partir de là que progressivement ils sont devenus les plus grands distributeurs de biens de consommation au niveau du continent. Alors comment est-ce que cela a été possible ? Donc vous êtes en train de dire, avant que vous ne continuiez, que l'histoire de Massmart a commencé en fin des années 80 avec 6 magasins et aujourd'hui vous avez un chiffre d'affaires de au-delà même de 5 milliards de dollars en chiffre d'affaires. Donc dans les années 80, 6 magasins et aujourd'hui au-delà donc de 5 milliards. Franchement, c'est quelque chose qui doit s'applaudir. Donc on verra comment est-ce qu'on en est arrivé là. On est tous très intéressés à l'idée de comprendre comment les choses se sont faites. Alors, comme je disais, nous avons donc ce leader visionnaire qui avait donc cette intention de créer un business, une entreprise qui pouvait être étendue. Il se demandait comment est-ce qu'il pouvait faire quelque chose qui pourrait compétir donc avec ce qui se faisait dans le monde entier. Et chaque année, il avait donc cette obligation là de se battre pour pouvoir apprendre des meilleurs, pouvoir se concentrer sur le long terme, trouver le moyen de rester focalisé sur ce qu'il y a de plus important, ce qui en fait est essentiellement les consommateurs africains.
On sait que les consommateurs veulent tous des produits qui soient abordables financièrement et c'est donc notre objectif pour nous de pouvoir trouver des moyens pour que nos clients, nos consommateurs puissent économiser de l'argent au niveau des dépenses de telle sorte qu'ils aient plus d'argent pour des vacances, pour s'occuper des enfants, pour mieux vivre. Et c'est l'objectif que nous avons, c'est la vision que nous partageons au niveau de nous, 40 000 employés de cette entreprise, trouver le moyen de permettre à nos clients de pouvoir faire des économies. Et nous voyons qu'au-delà de ça, on veut également leur permettre d'économiser en temps, pas seulement en argent. Raison pour laquelle nous investissons énormément au niveau du commerce en ligne, de telle sorte que nos clients puissent justement faire tout simplement leurs achats avec 2 ou 3 clics. Donc c'est vraiment l'objectif que nous avons aujourd'hui pour pouvoir nous permettre d'aller de l'avant. L'objectif étant de ne pas avoir peur de la possibilité de progrès que nous pourrions faire, mais de devoir le faire sur le long terme. Alors, on doit être constamment en train de faire des innovations, trouver le moyen de pouvoir faire des efforts pour pouvoir atteindre nos objectifs qui sont donc ceux également de nos consommateurs. On doit pouvoir aller même au-delà et pouvoir trouver le moyen de créer des champions africains, mais des champions qui pourront se comparer à ceux qui sont au niveau du monde entier. Ce sont donc des champions qui pourront aller beaucoup plus loin. Quand on voit des pays comme la Corée du Sud, qui a à peu près la même dimension que ceux que la plupart des pays africains, est aujourd'hui à un stade de développement particulièrement important. On voit qu'il y a plusieurs produits qui sont importés de la Corée du Sud, comme les téléphones Samsung, LG, etc. Toutes sortes de produits qui sont le résultat d'innovation au niveau donc de leur jeunesse et de leur capacité à penser grand, à voir grand, plutôt que de se limiter. Donc il est important que nous puissions aller dans ce sens-là. D'ailleurs, la ZLECAf, zone de libre-échange, nous permettra justement d'arriver à cet objectif-là ensemble, parce que l'objectif, c'est encore une fois de mettre nos ressources ensemble pour pouvoir progresser. Merci beaucoup, Monsieur Kousseni. Je pense que c'est une très bonne introduction. Donc, j'ai pas mal de questions au niveau de ce que vous avez dit. J'aurai l'occasion de revenir à ce niveau-là. Je pense que vous avez donné des facteurs clés au niveau de la vision d'abord, avoir la possibilité d'avoir la meilleure qualité, avoir des standards, trouver le moyen d'apprendre du mieux que l'on peut des meilleurs, de ces personnes-là qui ont plus d'expérience et pouvoir donner à vos consommateurs, à vos clients, ce qu'ils attendent et aussi faire de telle sorte que vos employés se sentent à l'aise. Donc tout ceci est très intéressant et je pense qu'il y a eu quelques défis quand même auxquels vous avez dû faire face et j'ose espérer qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais déjà, les différents éléments dont vous avez parlé sont très intéressants avec par exemple la Corée du Sud. Je voyais récemment que la Corée du Sud avait une délégation qui venait en Côte d'Ivoire, qui venait pour apprendre du miracle ivoirien. Parce que pour eux, ils ont considéré justement la Côte d'Ivoire comme étant un miracle. C'était encore dans les années 75. C'était vraiment quelque chose de concret. Et bien entendu, c'est à partir de là que toutes ces choses ont changé et c'est quelque chose qui peut fonctionner. Donc, Monsieur Raouji, aujourd'hui, en français ou en anglais? En anglais. Ok, so Mr. Raouji. Alors, Monsieur Raouji, pour continuer dans la même veine de ce que Monsieur Kousseni a eu à dire, est-ce que vous pourriez rajouter quelques facteurs clés de succès qui nous aideront à mieux comprendre comment les choses fonctionnent et après on se tournera vers Madame Zneber. Alors, je pense que c'est très clairement lié à beaucoup des éléments dont vous avez parlé. Lorsque vous voulez concevoir une entreprise en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, vous choisissez donc une stratégie qui serait appropriée. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de véritable vitesse, en fait. La vitesse appropriée pour pouvoir atteindre votre objectif est celle qui dépend des conditions. Si vous voulez courir un marathon, vous n'y allez clairement pas aller à la même vitesse que si vous faites un sprint. Donc, le fait est que, en tant que leader visionnaire,
il est important pour vous de pouvoir déterminer qu'est-ce qu'il y a d'important, pouvoir trouver la vitesse appropriée pour atteindre vos objectifs et maintenir ce cap-là. Quand vous arrivez à faire de telle sorte que l'objectif de ce que vous entreprenez est très clairement compris, par exemple, par vos employés, vous progressez assez aisément. À notre niveau, nous avons commencé en 1939. C'est une entreprise familiale. Nous sommes à la 4e génération. Alors nous sommes plutôt au niveau du marathon parce que nous avons à peu près un 5e quand même du chiffre d'affaires de l'entreprise de Massmart. Donc, à notre niveau, on s'était rendu compte qu'il fallait travailler sur plusieurs industries à la fois. Donc, on était toujours dans la distribution et ensuite on est passé à la phase industrielle, des unités de production. On est allé dans la banque et la finance. Ensuite, au niveau de l'assurance, on a dû réapprendre encore tout ceci. Et ensuite, on est allé au niveau d'autres domaines également. Et bien entendu, ça a été une approche multidirectionnelle pour arriver quand même à un résultat assez concret. Alors, il faut dire qu'à notre niveau, on avait vraiment cette vision sur le long terme. Je pense que c'était beaucoup plus l'idée de cette ADN familial qui a demeuré au sein donc, de notre entreprise. Et nous avons donc tenu à maintenir certaines choses sur le long terme, mais tous ces ingrédients-là mis ensemble avec une certaine dose d'ambition vous permettraient en tout cas d'arriver à vos objectifs. Très bien, excellent. Alors, est-ce que vous êtes basé sur un pays unique ou est-ce que vous avez... vous vous êtes étendu au niveau de la région? Non, on est vraiment basé au niveau de la RDC. Non, c'est vrai que la RDC ressemble beaucoup plus à un continent qu'à un pays. Mais clairement, cela laisse supposer que peut-être vos prochains 10 milliards seront au niveau peut-être du continent. Oui, ok. Merci bien pour cette histoire. Aujourd'hui, Diana Holding, c'est une très belle histoire qui, en plus, intervient beaucoup dans un enjeu stratégique du continent qui est la transformation agricole. Comment aujourd'hui ce groupe a été construit et comment vous êtes devenu un champion en étant justement dans ce cœur de la transformation agricole nationale, régionale et continentale? Alors merci de me donner la parole. Je suis très impressionnée par le parcours de ces deux messieurs et je retiens surtout ce que vous avez dit, à savoir que il ne faut pas nécessairement courir très vite pour arriver à son objectif. Et ça, je pense qu'on l'a quelque part compris. C'est-à-dire que bien qu'anticipant, au niveau de la vision, on fait preuve de prudence. Alors pour en revenir à l'histoire du groupe est partie de la Terre. Donc de la Terre par son fondateur, Brahim Snebar. Donc c'est un groupe qui est à sa 2e génération. C'est un groupe qui s'est diversifié à partir des années 75, qui a commencé en 57, avec le premier domaine qui est le domaine de Aït Harzallah, où nous avons nos terres de fruits à noyaux. C'est le domaine familial initial. Alors, on s'est diversifié dans plusieurs secteurs, donc la conserverie de poissons, la production de poussins d'un jour, en représentant 2 souches qui sont la Lomane et la Warren. On est dans la production d'aliments de bétail, dans la production d'huile d'olive extra vierge, dans la production de fruits rouges, en partenariat avec Driscoll's. Nous avons été bottleurs de Coca-Cola pendant très longtemps. C'est une entreprise que nous avons cédée, je dirais, à notre corps défendant, mais dans le cadre d'une politique qui est celle de Coca-Cola de n'avoir plus qu'un embouteilleur par pays et puis par région. Donc on a fait le choix de sortir plutôt que de rester en partenariat. Bien que notre ADN soit une ADN de partenariat, parce que créer des partenariats qui font sens avec des entreprises dont on partage les valeurs, c'est assurer la pérennité d'un groupe et surtout d'un groupe familial.
Donc voilà, d'ailleurs, on est aussi dans la plasturgie. Et hier, le Conseil de la concurrence a validé notre projet notre joint venture avec le groupe Alpla, qui est un groupe autrichien mondialement présent. Et voilà, donc on fait de la casserie, du film étirable, des bouchons, les plateformes, et nous n'allons faire qu'accroître cette capacité qui accompagne quand même l'agriculture et l'agro-industrie. On est dans la distribution, suffisamment, on était, disons, assez modeste, mais on veut capitaliser sur notre expérience de distributeur de Coca-Cola, qui nous permet quand même de toucher plusieurs milliers de points de vente et d'avoir un historique à reproduire un petit peu ailleurs. Donc on distribue les glaces de Unilever et nos ambitions de distribution de produits, bien sûr, vont au-delà de ces produits. Donc c'est une société qui fait partie de notre plan je vais dire, je ne trouve pas le mot, mais qui fait partie de ce que nous voulons faire en Afrique. Voilà. Donc, et pour multiplier par 10 notre chiffre d'affaires, qui est quand même conséquent aujourd'hui, en consolidé, il est quand même de près de 43 millions de dollars. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller partager notre savoir-faire acquis au fil des ans dans l'agriculture, dans la transformation, avec des partenaires à identifier en Afrique. D'accord, parfait. Plutôt vous consolider 430 plutôt qu'à 43, parce que je pense que c'est 4 milliards de dirhams. Oui. Global, c'est 430 oui. millions de absolument, oui. 430, pas 43. Je suis fâchée avec les chiffres, sachez. Oui. C'est vous dire le peu d'importance que j'y accorde. Mais je suis focalisée sur autre chose. Effectivement, donc on voit dans vos histoires que la vision est essentielle, la construction sur le long terme, même si on voit qu'aujourd'hui les gens sont très pressés dans le monde de la tech. Les gens veulent atteindre le billion de dollars en quelques mois ou en quelques années. Mais très clairement, on voit que en tout cas la force de ces groupes que nous venons de voir, c'est cette vision à long terme, c'est le fait aussi de se diversifier, parce que dans vos histoires, on se rend compte qu'à un moment, il y a eu de la diversification pour pouvoir aller vers de la complémentarité. Allez-y. Et de mettre l'humain au cœur de nos préoccupations. Vous l'avez très bien dit, et je pense que ça, c'est fondamental. Et cette idée de prise en considération, de partage, elle est très porteuse à long terme de réussite. Et ça, c'est d'ailleurs que, en fait, on est dans un mode de management qui privilégie l'humain. Maintenant, quand on écoute ces différentes journées, ces différents parcours, on a l'impression que c'est parti tranquillement sur une mer stable. Mais j'imagine qu'il y a eu beaucoup de turbulences, il a fallu faire face à beaucoup de challenges. Donc c'est dans ça que je voudrais rentrer dans ce deuxième tour. I want really to know in this journey. Je voudrais maintenant savoir, en fait, au niveau de ce parcours, quels ont été les éléments les plus difficiles. Quand on écoute votre histoire, on a l'impression que tout s'est très bien passé, qu'il n'y a eu aucun accroc, mais on est quand même conscient du fait que ça n'a pas été le cas. L'Afrique n'est pas un continent aisé à gérer. Et quels sont donc les défis auxquels vous avez eu à faire face et comment vous les avez gérés? Merci beaucoup. En fait, il faut dire qu'il y a forcément donc des défis. Il va falloir y faire face. Parfois, il faut prendre
un certain recul, parfois un repli tactique lorsque vous vous retrouvez face à certaines difficultés. Parfois, vous devez sortir de certains marchés tout simplement parce que ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Dans le domaine justement du commerce en détail, il est important parfois de faire le choix de fermer certains magasins et de pouvoir rouvrir un autre magasin ailleurs. C'est toujours une question de localisation. En fonction de l'endroit où vous êtes, vous aurez donc des retours plus appropriés. Donc, il est très important pour nous d'être assez humble pour pouvoir tirer des leçons de certaines difficultés. Un élément qui nous a beaucoup aidé, c'est de pouvoir respecter l'expertise locale. Quand vous arrivez dans un marché et que vous arrivez avec une idée de copier-coller de votre stratégie, vous arrivez avec une idée de je m'y connais à 100%, vous vous rendrez très clairement compte que tout ceci ne fonctionnera pas. Donc, il est important pour vous de pouvoir vous focaliser sur cet aspect de la connaissance locale, les talents locaux. Donc, quand vous arrivez sur un marché, avant même de commencer à faire quoi que ce soit, d'ouvrir un magasin, il est important de recruter des gens sur le terrain, que nous allions avec eux au niveau de nos bureaux, qu'on les forme au niveau de notre philosophie, nos valeurs, notre culture, de telle sorte que dès le départ, à partir du moment où on ouvre le magasin, 95% des talents des personnes qui sont sur le terrain soient donc de ce pays en question, que ce soit des grands managers jusqu'en bas. Nous n'avons pas cette philosophie d'envoyer des experts pour aller apprendre aux gens comment pouvoir gérer leurs entreprises au niveau de leur marché local. Donc, bien entendu, il est important que nous gardions à l'esprit que ceux mêmes qui savent faire le business sur leur terrain, ce sont ceux-là même qui vivent à cet endroit. Il faut savoir faire preuve donc d'humilité. On a également appris que d'un point de vue de chaîne de valeur, on a commencé à se tourner justement vers des éléments locaux. Nous avons établi également un système qui nous permet d'approvisionner nos ressources au niveau de notre base en Afrique du Sud pour pouvoir en fait soutenir les denrées qui sont présentes sur le terrain, qui ne sont pas toujours disponibles en quantité appropriée. Donc, faire cela nous permet justement de maintenir en fait l'accès aux différents produits et ça nous permet également d'être compétitifs vis-à-vis du niveau mondial. Donc ce n'est pas seulement une question de partenariat en Afrique, mais également d'avoir la possibilité même de pouvoir mettre la main sur la chaîne de valeur mondiale. Donc nous avons appris énormément de choses et nous continuons d'apprendre. Aujourd'hui, nous avons vu, nous sommes en plein dans le commerce en ligne. Nous continuons d'apprendre au quotidien avec certains des échecs auxquels nous avons fait face et nous continuons de nous améliorer. Merci beaucoup. Alors, je suis à 100% d'accord avec vous au niveau de cette philosophie d'apprentissage constant. Avoir la possibilité de partager votre philosophie avec vos employés. Un élément que je voudrais ajouter à notre niveau, au niveau de la RDC, on a vu l'histoire et les turbulences politiques donc de la RDC. Un des éléments qui nous est resté à l'esprit, c'est de ne jamais gaspiller une crise, une bonne crise. C'est vrai que ça sonne un peu bizarre de le dire comme ça, mais il faut savoir tirer profit de toutes sortes de crises. En fait, en général, ce sont des crises qui pèsent énormément sur nos activités. Mais en faisant l'effort de conserver vos mains sur le volant et de rester focalisé, vous avez la possibilité de repartir de plus belle juste après ces différentes crises. Vous avez en général la possibilité de régler ces différents problèmes-là le plus rapidement possible, ces différentes failles qui apparaissent et qui présentent donc des opportunités. En général, les phases de croissance viennent toujours après les crises. Par exemple, en 1963, il y avait tous nos business, toutes nos entreprises qui ont été nationalisées, qui ont été donc rendues publiques par le président Mobutu. Et en ce moment-là, beaucoup d'autres beaucoup d'autres entreprises avaient quitté le Zaïre. Mais le simple fait d'accepter d'être présent nous a permis de devenir très grand. Et quand il s'agissait justement de faire un retour au niveau de tout ce qui a été appris,
on a eu une certaine évolution. En 1900, un peu plus tard, quelques années plus tard, on a eu la guerre. Et nous avions une possibilité de réinvestir donc l'argent que nous avions acquis. Et de 92 à 93, on a été couvert vis-à-vis de tout ce que nous avions perdu. Et bien entendu, ce genre d'histoire-là continue de progresser. Et bien entendu, il n'est jamais aisé de continuer. Très souvent, il y a des manifestations, il y a des guerres, etc. Mais en fait, on reprend exactement dès qu'on finit. Donc, en général, quand vous entendez des gens parler de telle crise dans tel pays, quand ils parlent de ça, vous vous riez, puisque de toutes les façons, vous avez vécu toutes ces différentes crises, hein, et vous avez survécu. En fait, quand on voit l'hyperinflation qu'on voit au niveau même de 1991 à 93, en général, on avait remarqué qu'il y avait une véritable chute de la monnaie. Mais au niveau de 2001, on avait toutes les banques de la RDC qui étaient en déficit. Elles avaient une taille qui était en général bien plus petite que celle des années précédentes. Mais bien entendu, il y a eu encore d'autres opportunités qui se sont présentées juste après. Donc il est important que nous puissions toujours continuer après chacune des crises, que nous ne nous laissions pas perturber. Donc c'est une histoire vraiment très intéressante de voir un peu comment est-ce que vous avez réussi à naviguer au travers de ces différentes crises. Ça n'a pas été toujours facile. Donc, quels ont été les principaux challenges qu'il fallait relever étape par étape? Vous venez de dire la partie où vous aviez à vous retirer de la distribution de coca. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres challenges que vous avez vécu tout au long de ce parcours. Alors, concernant Coca-Cola, on ne s'est pas retiré de la distribution. Bien au contraire, on va prendre la distribution de la totalité de Coca-Cola. Mais la production, nous ne sommes plus bottlers. Voilà. Mais avant de vous répondre, je voudrais dire combien je suis éblouie par la capacité et la résilience de mon voisin. C'est extraordinaire. Non, mais c'est-à-dire que c'est très encourageant parce que pour être résilient, il faut être de bonne foi. Et donc, quand on allie ces deux qualités, je pense qu'on est sur la bonne voie. Concernant le groupe, c'est certain, et je pense que l'histoire se répète de façon plus ou moins intense pour chacun des gens qui sont engagés, qui sont des entrepreneurs. Alors, je me rappelle très bien que mon mari a connu des moments difficiles. À l'époque où il parlait de la nationalisation des terres. Donc, ça aussi, c'est une étape qu'il a franchie en étant extrêmement positif, prudent. Et puis ensuite, il s'est diversifié. Alors, dans le cas de cette diversification, c'est sûr qu'il y a des challenges à relever, et en particulier quand on s'attache à avoir une gouvernance éthique, bien, il faut consentir des sacrifices, et nous les consentissons. Et puis, parfois on fait des choix dont je pense qu'ils étaient très bons et qui se terminent de façon un peu inattendue quand on a fait cette expérience de Marie Brizard en France. On a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et on a subi des conséquences totalement injustes, qui sont toujours d'ailleurs par devant la justice. On espère bien qu'un jour, les choses seront rétablies, parce que quand vous avez des pièces en France, sont déposées par votre avocat et qui disparaissent tout d'un coup lors de la plaidoirie et qu'il faut les représenter en séance, c'est quand même assez inquiétant. Voilà. Donc, au-delà de ça, je crois que le plus gros challenge qu'il nous faut relever, nous qui sommes quand même avec un socle agricole très important, c'est le changement climatique. Le changement climatique nous a beaucoup affectés depuis 5 ans, avec des difficultés vraiment très importantes l'année dernière et qui ne vont pas s'améliorer cette année. Donc, je pense que gouverner, c'est anticiper.
Bien sûr, il faut toujours être en mesure de réagir. C'est ce qu'on fait quand on n'a pas su anticiper. Mais quand on subit le manque d'anticipation dans certains secteurs, c'est problématique. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié l'intervention du Premier ministre ivoirien hier, M. Patrick Hachi, parce qu'il a beaucoup insisté sur les infrastructures, sur tout ce qui doit être mis en place pour inciter le secteur privé à venir investir et produire. L'Afrique regorge de trésors, mais ces trésors doivent être mis à la portée de tous, dans le partage le plus absolu, le plus éthique. Je pense que les terres qui sont cultivées aujourd'hui, on ne doit pas accroître la productivité, la production, mais on doit accroître la productivité de chaque terrain déjà en production et non pas par l'extension de ces terrains. Et je pense que la chance aujourd'hui dans toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, c'est que la biodiversité est encore préservée, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et ça, c'est un point, c'est-à-dire on ne va pas avoir à corriger, on va avoir à préserver. Et nous, c'est comme ça qu'on se voit en futur champion, on est à la recherche. On avait déjà fait une première tentative ici, il y a 5 ans à peu près, pour distribuer nos produits. C'est ce qu'on voulait faire. Mais ça n'a pas été possible du fait de certains lobbies qui sont sur place, qui sont difficilement contournables. Donc là, on a une autre approche et on espère que les choses vont se concrétiser rapidement. Inch'Allah. Vous avez parlé justement du discours du Premier ministre hier et justement de cette importance des infrastructures. Justement, j'allais terminer sur 2 points et ça me donne l'occasion de commencer par vous le dernier tour de questions. Ces 2 points, c'est comment l'État peut jouer un rôle important dans le développement des champions. Ça, c'est le premier point. Et je formule le deuxième point en même temps, comme ça on va traiter les deux en même temps. Deuxièmement, comment justement on peut coopérer entre champions africains pour développer plus de champions. Vous parlez de distribution, donc vous êtes producteur de beaucoup de produits. Monsieur Kousseini est un très grand distributeur en Afrique du Sud. Ce type de coopération pourrait faire en sorte que justement on crée de plus de champions. Donc comment vous voyez cela aussi ? Moi, je vois ça à travers l'harmonisation, tout d'abord des certifications, etc. Et je vois ça par une plus grande fiabilité des transports routiers, donc avec un accroissement du réseau routier et aussi avec une flotte aérienne dédiée. Purement commercial, enfin purement dédié au transport de marchandises, des avions cargo. Et je pense qu'une chaîne une compagnie d'aviation qui se consacrerait aux avions cargo dans le cadre de la SLECAF, ça serait quelque chose d'extraordinaire pour permettre à la fois d'importer et d'exporter entre nous. Parce qu'il est certain qu'on ne peut pas tout produire partout et qu'automatiquement, nous serons obligés de faire des échanges et de compenser entre nous, les uns les autres, ce que nous ne pouvons pas produire chez nous. Donc ça, c'est le premier point. Il y en avait un autre. Le deuxième, c'est comment l'État peut accompagner justement pour le développement des champions. Vous avez parlé des infrastructures, vous avez parlé de... Je pense que si on doit parler de l'Afrique de façon générale, incluant les pays de l'Est et de l'Ouest, il faudrait que tous les États arrivent à harmoniser les conditions. Et il faudrait déjà que ce soit le cas individuellement chez soi, que les choses soient claires, que les certifications soient en place, les labels, les conditions de label bio, pour qu'on puisse recourir uniquement entre nous à des produits, à des importations, exportations de produits de première qualité. Ce qui est tout à fait réalisable et tout à fait possible. Parfait. Merci beaucoup, M. Raoji. Peut-être pour commencer,
Je pense qu'à la base... English or French, hein? Yeah, all right. OK, ouais, ça va. Alors là, je pense que le plus important en ce qui concerne la RDC aujourd'hui, c'est que le gouvernement doit réellement se préoccuper en comment créer une classe moyenne. La classe moyenne va créer la consumption et la demande, et l'offre viendra remplir le don. Mais quand on parle un peu de notre pays très spécifiquement, s'il y avait un souhait, je dirais, au gouvernement de d'abord focaliser sur créer des infrastructures de base, routes et rails, électricité. Si notre État ou notre pays arrive à franchir ces trois choses, le reste va se suivre automatiquement du secteur privé. Donc les centres de santé vont développer, les centres éducationnels vont développer parce que, à la limite, vous avez quelqu'un qui devient plus ou moins classe moyenne, il a besoin d'éduquer ses enfants. Une école va se créer par un professeur et il va commencer avec 3 bancs et vous venez 30 ans après, ça sera toute une université qui est construite sur ce site. Donc, c'est vraiment de rester sur des choses très basiques et d'une manière déterminée de créer des infrastructures de base. C'est que je suis la première fois pour moi d'être à Abidjan, à Ivory Coast, et je suis juste ému de voir les infrastructures qui sont créées ici. Donc, malheureusement, nous sommes sur un continent, mais malgré que nous sommes sur un continent, je pense que le gap est encore trop grand entre nos pays voisins. Tout à fait. 54 pays. Et 54 pays. Donc, on voit des gaps qui sont encore beaucoup trop importants pour un continent. Et mon souhait réellement, c'est que cette gap puisse se rapprocher, et donc que nous allons vers l'avant et que vous ne venez pas dans notre direction. Il y a un bon signe, le pont sur le fleuve Congo est en cours. Absolument, oui, oui, tout à fait. Et ce n'est que juste une seule possibilité, mais regardez l'étendue de la RDC, les possibilités des terrains agricoles et la possibilité de paysans de planter et servir le 100 millions de populations qui existent dans notre pays, qui ont besoin d'être nourries tous les jours. Donc c'est cet accompagnement de l'État qui est extrêmement important et je pense une rationalisation de la fiscalisation. Donc on reste un peu dans une logique qui était héritée par le temps de notre colonisation. On doit réellement créer une identité qui est appropriée à nous et nos besoins. Et cette réflexion, c'est extrêmement important dans le pays où nous sommes actifs. Les signes sont très positifs. Il faut juste qu'on continue sur la bonne chemin et qu'on garde un peu le bon cap là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. So, Mr. Kuseni, merci beaucoup. Monsieur Kuseni, quel est le rôle de l'État pour aider les entreprises à devenir des champions ou aider les champions à croître? Et à quel niveau pouvons-nous coopérer entre champions africains pour créer cette émulation? Je pense que l'État a un rôle éminemment important à jouer. Si on regarde tous les pays qui sont développés, qu'il s'agisse des pays européens, des pays d'Amérique du Nord ou des pays asiatiques, si on parle par exemple de la Corée du Sud, on voit que c'est un développement piloté par l'État. Si on regarde la montée du Japon, c'est à travers l'intervention du plan Marshall. Donc, il en va de même pour les pays européens. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont bénéficié du plan Marshall. Donc, on a besoin d'une intervention type plan Marshall à l'échelle de l'Afrique pour qu'on fasse des progrès. Nos gouvernements doivent prendre la décision d'aider le secteur privé à avoir accès au marché, par exemple. Il ne s'agit pas de gérer les entreprises privées à leur place, non. Il s'agit pour le gouvernement d'utiliser leur pouvoir et leur capacité diplomatique pour ouvrir les portes à l'ensemble des acteurs du secteur privé africain pour qu'ils aient accès au marché. J'ai récemment pris partie à un événement en Afrique du Sud avec le Premier ministre de Singapour qui était en visite. Donc, ce qu'il faisait, c'était tracer la voie pour qu'ils soient en mesure de saisir des opportunités qu'ils n'auraient pas pu saisir d'eux-mêmes. Donc nous, dirigeants africains, doivent faire la même chose. Je ne pense pas qu'on le fait suffisamment, mais de façon simple, pour répondre à votre question, le gouvernement doit fixer des objectifs de champions nationaux et africains qui veulent créer, peut-être 50 dans les 5 prochaines années, 100 dans les 10 prochaines années, fixer ces objectifs et voir s'ils ont été atteints. Donc, l'Union africaine également doit avoir des objectifs de combien d'entreprises de haut vol est-ce qu'ils veulent voir émerger comme acteurs mondiaux, tels que les entreprises Coca-Cola dont on parle souvent.
les Alibaba dont on parle souvent, Flipkart qu'on évoque également, voir des Africains qui émergent à ce niveau également. Parce que l'Afrique est absente de ce genre de classement. Donc, il est rare de voir des entreprises africaines mentionnées au niveau mondial. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Les champions ne tombent pas du ciel. Ce sont des résultats de politiques industrielles bien conçues par les gouvernements qui comprennent le besoin de travailler avec le secteur privé. Et le problème que nous avons ici, c'est que nous n'avons pas encore cette relation de renforcement mutuel entre le gouvernement et le secteur privé. S'il y a des relations, elles sont souvent corrompues, par moment, et ce n'est pas toujours orienté vers les intérêts économiques nationaux. Donc il faut réinitialiser les relations entre le secteur public et le secteur privé afin qu'elles soient basées sur les intérêts économiques nationaux et les intérêts économiques continentaux au niveau africain. Il ne faut pas baser cela sur la corruption pour avoir accès aux marchés publics. Mais ce n'est pas que les gouvernements africains qui sont corrompus. Il y a la corruption partout. Et cette corruption même est engrangée par des entreprises du premier monde. Donc, il faudrait avoir une conversation franche autour de la probité, de la gouvernance, de l'état de droit et de s'assurer qu'on joue tous selon les mêmes règles dans notre environnement. Merci beaucoup. Je voulais intervenir sur ce point. Cette relation mutuellement bénéfique entre le secteur privé et le secteur public est tellement importante parce que tant qu'on n'a pas réalisé cela, on demeure des exportateurs de matières premières. Et on est surpris aujourd'hui qu'en 2023, on a un beau pays comme la Côte d'Ivoire et on voit la quantité de cacao qu'ils produisent. Malheureusement, je continue d'acheter du chocolat suisse. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi? Il n'y a pas besoin. Vous allez au supermarché, vous voyez que vous n'avez pas besoin de cela. Le cacao, bon, on a besoin de lait, de sucre, mais le cacao vient d'ici. Regardez le différentiel de prix quand on achète le chocolat et quand on achète, par exemple, la cabosse. Donc, c'est 50 fois la valeur du cacao brut qui est exporté de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de parler des semi-conducteurs. Parlons juste du chocolat. C'est aussi simple que cela. Je suis parfaitement d'avis. Malheureusement, il ne nous reste pas autant de temps que cela et on veut permettre à l'assistance de poser des questions pour alimenter cette discussion intéressante. Donc, toute personne intéressée dans la salle peut intervenir. Juste devant moi, il y a Mia Raloufilali, qui est une excellente championne dans le secteur pharmaceutique. Avez-vous peut-être quelque chose à partager avec nous ou plutôt une question à nous poser? Un microphone, s'il vous plaît. Je vais basculer en français. Ce sera plus facile pour moi. Bonjour, merci de me donner la parole. Je suis venue à cette session parce que je voulais justement être inspirée. Nous sommes un petit acteur quand j'entends les chiffres dont vous parlez. Moi, je dirige un groupe, je co-dirige avec ma sœur, j'insiste toujours là-dessus. Je co-dirige avec ma sœur un groupe pharmaceutique, en effet, industriel, et on fait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires au global aujourd'hui. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses dans ce qui a été dit. J'ai pris beaucoup de notes que j'ai envoyées à ma sœur, justement, parce que pour nous inspirer. Nous, la clé de notre parcours, c'est une vision très puissante, la vision de mon père, qui est le fondateur. Nous, on est la deuxième génération. Vision très puissante qui est l'indépendance thérapeutique et la souveraineté sanitaire du Maroc et du continent. Et donc nous, on est totalement intégré, notre propre recherche et développement. On est le seul acteur 100% marocain avec des médicaments. Donc notre actionnariat, évidemment, est familial. Et nos médicaments sont tous 100% marocains, développés, produits au Maroc. Donc c'est une grande fierté. Aujourd'hui, on exporte dans 45 pays, beaucoup en Afrique. En Afrique, on est aujourd'hui 6e acteur sur 1200. Et voilà, c'est des chiffres officiels. Et donc, une vision, le marathon dont vous parliez, le respect des cultures locales dont vous parliez, vous. On a démarré, nous, l'international, il y a 11 ans, quand je suis revenue au Maroc. Et c'est mon père qui a dit à l'équipe, ils étaient 2, pendant 5 ans, je ne veux pas que vous vendiez quoi que ce soit. Je veux que vous compreniez, l'Afrique, c'est pas un sac. Chaque pays a ses spécificités et je veux que vous compreniez les spécificités de chacun des pays. Et donc, à partir de là,
on s'est lancé et avec aujourd'hui la belle croissance qu'on connaît à l'international. Ce qui m'a aussi, ce qu'on partage, donc ADN familial, le respect de l'humain dont parlait Madame Znebar, qui est au cœur de notre succès. Et aujourd'hui, la grande question que je me pose, et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, c'est comment on passe d'une boîte familiale à taille humaine, mais qui commence à devenir grande, où l'humain est au cœur. Si mon père a réussi, c'est parce que des gens lui ont fait confiance il y a aujourd'hui plus de 40 ans. Aujourd'hui, ma sœur et moi, on reprend le flambeau, elle depuis 20 ans, moi depuis 11 ans. C'est pareil, c'est parce qu'on a avant tout des femmes et des hommes derrière qui nous font confiance et qui adhèrent aux valeurs, qui partagent notre vision, notre ambition et notre mission, parce que nous, c'est l'accès aux soins pour tous. Donc on a en plus une mission, une responsabilité sociétale très forte. Donc comment on devient un champion au-delà de la petite taille qui commence à être pas mal, mais aujourd'hui, on arrive encore à connaître chacun de nos collaborateurs, à intervenir, à insuffler au quotidien ce lien très fort qui nous unit à eux et qui fait que voilà, qu'on est une famille qui avance ensemble. Comment on fait pour ne pas le perdre en grandissant? Voilà, c'est ça ma question. Merci. That's a real issue. C'est un grand problème au niveau des entreprises familiales. Comment passer d'une entreprise familiale à un grand groupe? Parce qu'au niveau de ces entreprises familiales, le lien humain, c'est un facteur très important. Alors que si on passe à une croissance exponentielle, tout est plus grand, donc il y a moins de contacts humains. Donc quelle est la clé de ce changement? Si vous me permettez d'intervenir, j'apprécie votre histoire. J'ai aussi un parcours dans la pharmacie. Nous sommes une des entreprises les plus cotées dans l'hémisphère sud. Nous sommes dans 60 pays du monde. Nous exportons nos produits à 150 pays. Nous avons une flotte de 23 usines de fabrication dans le monde. Nous avons quelques-unes en Afrique. Nous en avons en Europe. Nous en avons en Asie et en Amérique latine. Donc, vous avez dit cela. C'est l'ADN que vous avez. C'est votre point fort, les valeurs que vous prônez et le socle qui a été posé par votre père. Et vous pouvez vous en servir pour commencer à rendre votre entreprise plus institutionnelle. Je sais que vous avez des idées. Mettre en place une gouvernance institutionnelle idoine et faire intervenir des directeurs exécutifs indépendants sur la base des expertises qu'ils apportent, de l'expérience, également des réseaux dont ils disposent dans le secteur pharmaceutique, que ce soit en Afrique, mais aussi les acteurs mondiaux dans ce secteur pharmaceutique, ces acteurs qui peuvent venir vous tenir la main pour avancer. Et bien entendu, il faut se pencher sur comment faire croître son entreprise, quelles sont les opportunités pour croître de façon organique et de façon non organique, et comment est-ce qu'on accède au capital requis pour pouvoir mettre cela en œuvre et implémenter la stratégie. Donc, il y a une grande opportunité pour les entreprises africaines à s'inscrire dans le secteur pharmaceutique. Une des choses que la COVID nous a enseigné est que l'Afrique est très vulnérable et très fragile en matière de santé. Donc, nos systèmes doivent être renforcés. Il faut redoubler d'investissements dans la sécurité sanitaire à travers l'Afrique, surtout pour ce qui est de la fabrication de nos propres produits pharmaceutiques. Seulement 1% des vaccins en Afrique sont produits en Afrique. Donc il y a une grande opportunité d'étendre cette marge de produits utilisés en Afrique qui viennent d'Afrique. Donc des entreprises telles que la vôtre et telles que la mienne, si elles travaillent ensemble avec d'autres, bien sûr, nous pouvons nous assurer de devenir indépendants et de retrouver notre souveraineté sanitaire, de sorte à ce que quand on aura une autre pandémie, on ne sera pas les derniers sur la liste pour obtenir des EPI ou des vaccins. Parce qu'on voyait que les pays européens et d'Amérique du Nord gardaient des vaccins pour leur propre population avant de nous servir.
Oui, je sens vraiment un lien entre ce que vous avez décrit et nous, notre propre expérience de notre entreprise familiale, de cette idée de maintenir cet ADN dans une entreprise qui croit. Vous commencez par d'abord connaître tous les employés, vous savez ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et du jour au lendemain, 20 ans plus tard, vous rentrez dans un bureau et vous ne savez même pas comment ce dernier s'appelle. Donc comment est-ce qu'on fait cette transition? Donc pour vous rassurer un tout petit peu, vu que vous êtes la fille de votre papa, j'imagine que vous avez cet ADN en vous. Et donc, votre équipe voit cela en vous. Vous n'avez pas besoin de travailler trop dur pour le préserver, dans une certaine mesure. Lorsque vous avez une famille qui est à la tête d'un groupe, ce n'est pas que vous qui avez cet ADN, c'est les équipes aussi qui vous ont entouré dans votre aventure et eux aussi préservent cet ADN et le transmettent aux nouveaux employés. Donc cette équipe qui était autour de vous continue de transmettre cet ADN aux différents employés au fur et à mesure que ça croît de 1000 à 10 000 et ça perpétue cet ADN familial. Un autre point, un autre aspect. Je pense que par moment, vu que vous avez pris la direction de l'organisation, vous êtes la PDG de l'organisation, à ce moment, vous devenez la protectrice ultime du système de valeurs de l'organisation. Et je pense que ça devient votre mission principale, protéger les valeurs de votre institution. La R&D sera faite par quelqu'un qui excelle dans cela, le marketing également, la distribution également, vos machines seront réparées par un expert, mais vous, votre mission principale, c'est de préserver les valeurs que vous prenez. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aide un tant soit peu, mais c'est mon sentiment. Merci beaucoup pour ces enseignements et cette discussion édifiante. Est-ce qu'on a une autre question? On a un microphone ici, à portée de main. Moi, je te dirais que c'est simplement la transmission de ton ADN. Et si tu es apprécié, si tu as le bon mode de communication, automatiquement, ça diffuse au sein de tes équipes et ces équipes formeront d'autres équipes et transmettront cet ADN. Voilà, c'est mon avis. Merci. Bravo. Oui, bonjour. Une question à tous les panélistes, mais... Je te connais, mais les autres ne te connaissent pas. Donc si Oui, bien sûr. Embry Rubagenga, businessman du Rwanda. Une question à tous les panélistes, mais en particulier à vous, Mustapha. Est-ce que vous avez un endroit où vous ressourcez? Comment est-ce que vous faites? Parce que je sais que en tant que businessman, c'est très difficile parfois. On a des difficultés. On n'a pas nécessairement un environnement propice et le pays dans lequel vous opérez en est un exemple. Est-ce que vous avez un havre de paix, un endroit ou une organisation de business leaders avec laquelle vous vous entretenez pour devenir meilleur? Comment est-ce que vous faites au niveau personnel pour maintenir? Merci pour la question. Je pense que pour moi, personnellement, mon havre de paix, c'est mes 3 enfants et mon épouse. Great. Et c'est tout simplement ça. Et j'ai la luxe de passer, je passe presque 10 jours, même plus par mois avec ma famille. Et je consacre ce temps pour eux. Et pour moi, c'est mon havre de paix. Ouais, c'est plus Excellent. simple que ça. Et puis, je commence à apprendre un peu la spiritualité, donc des exercices de méditation. C'est une branche de l'islam, c'est mon religion, mais c'est le soufisme qui te prend vers la méditation. Donc, c'est 30 minutes, yeux fermés. Et ça aide à gagner beaucoup du paix mental et relax the brain pour que vous pouvez rester en forme. Plus ou moins ça. Moi, j'ai une question. Quel âge ont vos enfants? Parce que petits-enfants, petits soucis, grands-enfants, grands soucis. En termes de transmission, c'est un peu compliqué. Bah, quand ils deviennent grands, il y a moins de soucis, parce que le plus important, c'est la carte de crédit. Non, pas uniquement. Ça, c'est si on reste superficiel, mais sinon, c'est pas le cas.
Alors, si vous permettez, Bien sûr. rebondir sur ce que disait monsieur. Moi, personnellement, je suis très gâtée en termes de famille, d'enfants et de petits-enfants. Donc, je ne vous dirai pas le nombre parce que je ne voudrais pas que vous me preniez pour quelqu'un pour une mythomane, mais la réalité est là. Donc, oui, c'est un grand bonheur. Et je crois qu'il faut savoir trouver le bonheur dans la difficulté. Et quand on a ce déclic, et qu'en plus de ça, on a appris à rentrer dans son intériorité, à méditer sur la base de respiration. La respiration, c'est le souffle de vie, c'est ce qui vous permet de vous retrouver. Et quand vous êtes en période de stress, ou même à titre préventif, matin et soir, je pense que prier en état méditatif, c'est quelque chose d'extrêmement fort et de salvateur pour tout ce qui est peine, douleur, contrariété, crainte. Parce qu'il faut tout assumer. Et puis, il faut toujours se dire que après la crête de la vague, il y a le creux. Et puis, il y a la crête et le creux. Et la crête, il faut accepter cet exercice-là. Voilà. C'est la résilience dont on est obligé de faire preuve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Husseini. Ça a été bien dit par mes collègues. Peut-être que je n'ai rien à ajouter de beaucoup plus élaboré. Juste, je voudrais dire que il faudrait avoir... certains parlent d'équilibre. Il faut avoir une harmonie entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et j'aime ce que Mustapha a dit, c'est-à-dire dédier ces 10 jours à sa famille. C'est très important. Moi aussi, j'essaye de dédier du temps à ma famille, mes enfants, pour pouvoir oublier un peu l'agenda chargé au niveau professionnel. Donc c'est quelque chose aussi de très important. Merci pour cette question. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question? Oui, merci beaucoup. Quel panel inspirant. Merci beaucoup. C'était vraiment édifiant. Je suis César Mwangue. Je suis le doyen de l'université Strathmore. Et l'une des choses que nous cherchons ou pour laquelle nous travaillons avec beaucoup d'entreprises, c'est le concept d'aimer les employés en tant qu'être humain. Et l'impact de cela et ce que ça apporte à votre entreprise et comment ça l'aide à réussir. J'ai l'impression, sur ce panel, que vous pouvez vous identifier à ce concept où vous êtes véritablement préoccupé par vos employés, alors qu'on n'aime pas parler d'amour dans les affaires. Mais c'est un concept qui devrait être davantage évoqué, car peut-être que ça change la donne. Est-ce que vous pourriez élaborer sur cette idée de véritablement aimer ses employés et d'être là pour eux, et peut-être donner quelques-uns des exemples pour inspirer les autres entreprises, parce que je pense que certaines personnes ont peur d'en parler. Merci beaucoup. Oui, l'aspect aimer ou du moins se soucier de ses employés. Je suis fasciné par le fait que vous enseignez cela dans une université. Donc j'ai été dans une grande école, une école de commerce, et ce qu'on m'a présenté, c'était la comptabilité, trouver le talent, virer les gens, identifier ce qui augmente les coûts, et on a grandi en regardant ce genre de films, que être gourmand c'est bien, c'est le capitalisme qui est roi. Non, on n'a jamais appris à gérer des émotions, personne ne nous a enseigné cela. Mais ce que je commence à comprendre et ce que j'apprends, c'est que la vérité, c'est que nous, en tant qu'humains, nous sommes des êtres émotionnels. Et l'émotion est... Un être humain a le droit d'être triste, déçu, il a le droit de pleurer, il a le droit d'être optimiste, il a le droit d'avoir de l'espoir. Et à travers l'amour, nous devons apprendre à gérer les émotions et savoir comment canaliser l'émotion. Ça permet de canaliser la motivation, conquérir et réussir. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des automates. Donc,
Je me demande pourquoi l'industrialisation a essayé de faire de nous des automates. Quand on regarde les concepts de ces lignes industrielles avec une déshumanisation des ouvriers qui étaient des véritables automates, ça n'a pas de sens. Donc ce concept d'amour, continuez à l'enseigner parce que j'ai payé trop d'argent dans les écoles de commerce et j'ai pas appris grand-chose. Bon, peut-être que vous êtes allé à la mauvaise école, hein. Donc l'école de Sasmov attend votre candidature. Alors, je pense qu'il est vraiment très important justement de mettre les employés en avant parce que l'objectif justement c'est de faire de telle sorte que nos employés puissent se sentir bien et aussi pouvoir aider en tout cas les clients pour qu'ils puissent gagner en termes d'argent et en temps. Donc le point de départ à la base c'est de pouvoir avoir un certain respect pour les employés. D'ailleurs on ne les appelle pas employés, on les appelle associés. C'est un terme un peu plus respectueux. Donc on voit vraiment à quel point nous sommes égaux en tant que partie prenante pour pouvoir travailler ensemble. Donc nous sommes très directs et nous arrivons justement à permettre justement à nos associés, comme on a eu à le dire, de nous parler, de nous dire exactement qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fonctionne. Ils peuvent nous faire part de certains éléments, certaines propositions qui pourraient nous permettre de progresser. Donc après la Covid, on a énormément de problèmes mentaux au niveau justement des employés. Donc, alors ce que nous, on essaye de faire, c'est que d'ailleurs nous sommes en contact avec une école de commerce qui est l'une des meilleures écoles de commerce au niveau du continent, qui a été notée donc par le journal Financial Times de Londres. Et ce sont des éléments que nous avons réussi à incorporer au niveau de nos processus depuis un bon bout de temps. Donc comme je disais, il faudrait que vous alliez à l'école de commerce KIPS, peut-être que ce serait la meilleure, celle qui vous siérait plus. Donc il faut vraiment que cela fasse partie de notre ADN, la façon dont nous gérons nos entreprises. Et bien entendu, si nous ne sommes pas entourés d'employés qui sont motivés, qui sont prêts à travailler, même actuellement pendant que nous sommes ici lors de ce panel, eux ils sont encore occupés à servir nos clients, nos consommateurs pour s'assurer bien entendu qu'ils soient satisfaits. Disposition naturelle de chacun à aller vers l'autre. Maintenant, en fonction de la culture, de l'éducation, les choses sont plus prononcées chez les uns que chez les autres. Mais il faut d'abord se respecter soi-même pour pouvoir respecter l'autre. Et dans cette démarche, on ne peut blesser personne, qu'il soit en haut de l'échelle ou en bas de l'échelle dans son entreprise. Si on se respecte, on respecte l'autre. Et on est aimé en retour. Et c'est comme ça que l'ADN d'un groupe se transmet. C'est vraiment par l'amour, c'est le canal fondamental du lien. Et je dirais que de par nature, je suis un petit peu la main de fer dans le gant de velours. Voilà. Perfect. A last question. Okay. Thank you. My name is Israel and I'm from Rwanda. Bonjour, je m'appelle Israël, je suis du Rwanda, je dirige une compagnie de tech, de logiciels. Alors j'aimerais savoir comment est-ce que vous pouvez pousser vos leaders qui sont autour de vous, parce que je travaille avec à peu près une centaine de personnes qui sont managers et je pense que c'est pas toujours aisé de pouvoir justement guider ces leaders là pour leur permettre de progresser. Donc je me demande comment est-ce que vous avez pu le faire au fil des années. Et peut-être aussi comment est-ce que vous y travaillez pour permettre en tout cas de pouvoir arriver à ce chiffre de 1 milliard là. Alors on va prendre les 3 questions ensemble et ensuite on y répondra. Oui, alors je reviendrai sur la question. Je suis Nassibou Forever de la Tanzanie. Je viens du Minnesota, l'État du Minnesota.
Je suis responsable d'une entité qui investit en Afrique, donc je vais diriger ma question au niveau de la protection des valeurs. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir certaines entreprises aux États-Unis qui arrivent à faire des partages au niveau de l'entreprise vis-à-vis des employés? Par exemple, pouvoir donner des actions aux employés. Est-ce que vous avez observé ce genre de phénomène? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites au niveau des écoles de commerce ou quelle pourrait être en tout cas la valeur ajoutée à ce niveau-là si on pouvait avoir des employés qui sont actionnaires? Donc, j'ai pas un lien direct avec le business, mais en écoutant vos parcours très inspirants et en tant que citoyenne africaine, je me pose la question en tant que champion. Vous êtes des champions aujourd'hui sur le continent. Est-ce que vous avez un rôle ou est-ce que vous devez avoir un rôle justement pour faire émerger de nouveaux champions, de jeunes pousses et de quelle manière vous pourriez le faire? Merci. Okay, so 3 questions. How you? Alors, 3 questions. Donc, comment est-ce que vous tirez en avant vos leaders, managers? Aussi, comment est-ce que vous pouvez permettre à d'autres champions de sortir de l'obscurité et comment également, quel impact le fait d'avoir donc des employés qui sont actionnaires pourrait avoir un impact? Donc, première question d'Israël, du Rwanda, je pense que c'est une excellente question. L'objectif, c'est de démarrer dès le début, établir donc le rythme dès le début. Il faut que tout le monde comprenne quelle est la culture de l'entreprise, quelles sont les valeurs, et qu'on puisse justement commencer à partir du top 10 pour voir savoir comment est-ce qu'on traite nos consommateurs, nos employés. Il faut que tout le monde soit au même niveau. Concernant justement cette question-là, alors, il faut aussi qu'on se tourne vers ce qui est fait et non pas simplement ce qui est dit. Il faudrait qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Et tout ceci est lié donc au système de valeurs qui serait partagé avec tout le monde. Il faudrait qu'on ait un sens de l'objectif qui soit le même. Il faudrait qu'on puisse atteindre nos objectifs et qu'on puisse en tout cas progresser à ce niveau-là. Donc, au niveau de la question du partage des actions, dans notre entreprise, c'est quelque chose qui se fait. Et la difficulté, c'était justement de s'assurer qu'ils partagent les mêmes valeurs que ces autres actionnaires. Et bien entendu, ça a eu un effet très motivant parce que là, ils n'étaient plus simplement des associés, mais ils étaient également des actionnaires au niveau de notre entreprise et ils arrivaient donc à créer de la richesse qui bénéficiait à eux-mêmes leurs propres finances. Donc bien entendu, il était important d'être dans cette situation-là et qu'on puisse vraiment se focaliser sur cette capacité à partager en tout cas partager donc ces valeurs-là. Et la dernière question, quelle était sur cette question? Comment faire pour pouvoir justement permettre à de nouveaux champions d'émerger? Alors, à notre niveau, nous avons une façon assez claire et structurée de le faire. Nous avons des personnes qui sont donc des employés à plein temps et nous donnons donc des ressources nécessaires et nous permettons justement à des PME d'être intégrés au niveau de notre chaîne de valeur. Donc on a vu des résultats très intéressants au niveau de certaines justement de ces entités-là. On leur a permis justement d'avoir accès à l'organisation de Walmart. Et donc c'est quelque chose de très important. Donc si vous êtes un champion, il est important de créer d'autres champions. Vous ne pouvez pas être un champion tout seul. Et c'est justement ce dont l'Afrique a besoin. On a besoin de plus de champions pour qu'on puisse continuer à faire la concurrence aux autres continents. Ça a été bien dit par monsieur, mais moi je vais parler de l'exemple agricole. Créer des champions dans le monde agricole passe par l'agrégation. Et l'agrégation, c'est aller vers de petits agriculteurs, les accompagner au plan technique, parfois au plan financier,
et justement pour les faire monter en compétences. Et c'est un peu dans cet esprit-là de l'agrégation que l'on se projette en Afrique, et c'est ce que nous faisons aussi au Maroc. Voilà. Sur la partie transmission, partage. plutôt partage, actionnariat des salariés. Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. Effectivement, il a donné l'exemple, monsieur a donné l'exemple de compagnies qui sont devenues, de compagnies devenues à 100% avec des actionnaires qui initialement étaient les employés. Moi, je pense qu'on peut aller vers une autre forme de partage. C'est le partage au mérite, au travail, parce que contribuer à la richesse, c'est un travail commun, et ça se traduit à travers les primes, à travers les avantages qu'on peut accorder à ses employés, et des primes qui peuvent être au-delà de ce que prévoient les habitudes dans ce cas. En fait, c'est une forme de partage de bénéfices. C'est une force de partage de bénéfices. Sans ça, ils n'ont pas le risque. Ils n'ont que les bénéfices. Sur le ESOPs, Employee Services Programs, I personally don't know. So, j'ai pas vraiment d'expérience au niveau justement de ces questions de partage, mais je pense que toutes les entreprises jusqu'à un certain moment ont donc des responsables, des managers, et on sait qu'il y a à peu près une dizaine de personnes qui dirigent l'entreprise, et bien entendu, il serait bien que ces personnes puissent partager, en tout cas, partager leurs valeurs, de telle sorte qu'ils puissent avancer ensemble. Alors, je pense que pour pouvoir devenir un champion, essentiellement, il faudrait que votre entreprise permette à d'autres personnes de devenir des champions. Et quand vous pouvez le faire, cela fait de vous un champion. Donc, c'est vraiment ça la véritable philosophie, la véritable clé. Et j'ai été très inspiré par le fondateur de Yango que j'ai rencontré hier, quand il me disait que avec Yango, ils ont un modèle particulier parce qu'ils essaient de créer des propriétaires de flotte. Donc, contrairement à Uber, par exemple, si moi je suis propriétaire d'un seul véhicule et je vais vers Yango, Yango me permettra d'acheter une flotte, d'acheter plusieurs véhicules Yango. Et il m'a dit quelque chose d'assez fou, c'est qu'il m'a dit que il y a quelqu'un qui était propriétaire d'une flotte en Côte d'Ivoire qui avait près de 3000 véhicules. Donc imaginez combien de champions il a eu à créer pour devenir lui-même celui qu'il est. Donc je pense que c'est quelque chose de très inspirant, et on doit pouvoir trouver le moyen de répliquer tout cela. On a tendance à dire que les grands deviendront de plus grands lorsque les petits deviendront également grands. Donc je pense que c'était une conversation très intéressante. Et bien entendu, c'était vraiment l'endroit où il fallait l'avoir, à l'Africa CEO Forum. Voir un peu les différents environnements, et quand j'en parle par exemple avec certaines personnes au niveau de la RDC, je me dis mais demain regardez ce qui se fait au niveau de la RDC, il est exclusivement en RDC. Quand on voit monsieur Raoji par exemple, l'exemple de toutes ces entreprises là, tout ce travail que vous abattez, cette capacité à pousser les gens à comprendre que tout est possible, tout est faisable. Il faut que nous fassions preuve de résilience. On doit faire de telle sorte que tout soit présenté de manière à ce que nous devenions tous des champions. Et donc, c'est la conclusion, en quelque sorte. Les champions, en fait, ne tombent pas du ciel. Il y a donc une méthode pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc, on peut vraiment bien applaudir nos participants, nos panélistes, qui nous ont bien inspirés aujourd'hui. Et on pourrait avoir une photo du panel avant de partir. Merci à tous.